Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est est fier d'avoir contribué à ces capsules, ce qui n'indique pas pour autant qu'il soit toujours en accord avec les propos de son auteur et des généreux invités. Cette capsule est recommandée pour les élèves de 6e année et plus. Bon visionnement! Watchez, Katia Indisha Castuan, Nord de l'Ontario, Indisha Khan, Nikki Stoughton et Lilloan, Miigwech, Watchez. Bonjour, je me nomme Katia Garber-Jones, je vis dans le nord de l'Ontario et je suis une fière crie. Mon nom spirituel est fille d'eau brillante et je suis du clan d'ours. Et voici une partie difficile de l'histoire de mon peuple. Toi! Restez! Avec l'arrivée de la Confédération, voilà plus de 150 ans, le gouvernement du Canada ouvre des pensionnats autochtones pour tuer l'Indien au cœur de l'enfant. Avec ces écoles spéciales, le gouvernement veut régler ce qu'il définit comme le problème indien. Ces écoles résidentielles, comme on le dit, ont pour but d'assimiler tous les enfants à la société canadienne afin de les sauver de leurs mauvaises habitudes. Ainsi,
le gouvernement envoie des agents et même des policiers pour arracher les enfants autochtones des mains de leurs parents. On les amène souvent de force dans des écoles situées loin de la maison. Une fois arrivés au pensionnat, les enfants se font couper les cheveux. Dans plusieurs cultures autochtones, les cheveux longs sont importants. Ce sont les racines vers Mère la Terre. On coupe ses cheveux seulement pour des rituels, comme par exemple en offrande à une aînée qui vient de mourir. Dans notre histoire canadienne, les communautés religieuses ont souvent fait des miracles de générosité, sauvant même la culture canadienne-française dont nous sommes les héritiers. Or, les pensionnats pour Indiens étaient opérés par l'Église qui a accepté de collaborer avec le gouvernement. Ceci causera des torts irréparables. Le pensionnat est organisé pour coupler complètement le jeune autochtone de sa culture et de sa famille. L'enfant est dépouillé de ses vêtements traditionnels qu'il avait fabriqués avec sa grand-mère. On détruit ses objets symboliques qu'il avait reçus d'un aîné et dont il avait la responsabilité d'être le porteur. Parfois, on va même blanchir sa peau à l'eau de Javel. On lui fournit un uniforme qu'on dit convenable pour évoluer dans un monde civilisé. On le forcera à apprendre la langue anglaise ou parfois le français, celle de la culture supérieure des Blancs, ainsi que la religion chrétienne qui prédomine au Canada. Si le jeune autochtone s'entête à parler sa langue ou s'il partage par exemple une légende ou un chant traditionnel, on le punira sévèrement. Il est interdit de sortir du pensionnat. Les enfants autochtones y vivent 24 heures par jour, 7 jours sur 7, au moins 10 mois par année. Les visites avec les familles sont très rares et contrôlées. Dans ces écoles où ils étaient emprisonnés, les jeunes autochtones sont souvent privés de nourriture, battus, maltraités et agressés des façons les plus abominables. On va même poser des barreaux aux fenêtres pour empêcher les enfants qui préféraient en finir en sautant du 3e étage. En 1920, en pleine époque raciste où le règlement 17 interdisait d'enseigner et même de parler en français dans les écoles de l'Ontario, les pensionnats autochtones sont devenus obligatoires au pays. 150 000 enfants des Premières Nations, Inuits et Métis âgés de 5 à 16 ans ont été enfermés dans un des 139 pensionnats établis un peu partout au Canada. Retournés à la maison après 10 ans, plusieurs jeunes autochtones ne reconnaissaient plus leurs parents, leurs sœurs, leurs frères. Ils ne pouvaient plus parler leur langue. Se sentant perdus, trop d'entre eux ont appris à avoir honte de leur culture, de leur famille, de qui ils étaient. Une fois devenus adultes, ils n'avaient jamais appris comment être de bons parents. Pouvez-vous imaginer un village sans enfants? C'est ce qu'ont vécu de nombreuses communautés autochtones pendant plus d'un siècle. En fait, le dernier pensionnat autochtone a fermé ses portes en 1996. 3200 enfants, et peut-être même 3000 autres, ont perdu la vie dans ces écoles. Cette histoire véritable a duré 7 générations. En fait, dans les années 1960 jusqu'aux années 1980, le gouvernement venait souvent enlever les enfants autochtones des mains de leurs parents pour les placer dans des foyers de parents blancs. On surnomme ça le scoop ou la rafle des enfants autochtones. En 1977, un enfant autochtone sur 2 dans l'Ouest canadien avait été raflé de leurs parents. Les pensionnats, la loi sur les Indiens et la rafle des enfants ont apporté toutes sortes de problèmes sociaux chez les Autochtones et dans leur communauté. Perte de fierté et d'autonomie, création d'un cycle de violence et dépendance, maladie, pauvreté, désespoir. Dans l'histoire canadienne, les pensionnats autochtones et la rafle sont notre plus grande honte. Aujourd'hui, à cause de toute cette histoire, plusieurs jeunes d'origine canadienne-française ne savent même pas qu'ils ont des racines autochtones, en fait, qu'ils sont des métis. Leurs ancêtres l'ont souvent caché à leurs enfants
leur disant qu'ils étaient blancs. On voulait les protéger du gouvernement et même de la société qui peut être encore très raciste. C'est le cas de Raphaël, notre personnage principal qui vit à l'Orignal, et de ses cousins Jean et Francis de Castleman. Ces 3 Franco-Ontariens viennent à peine de découvrir qu'en plus de leurs ancêtres français, ils ont des ancêtres Wendat, Nipissing et Mi'kmaq. C'est aussi le cas de l'artiste Jean Verdon de l'Est ontarien. Son grand-père algonquin a été maltraité. Sa mère a perdu ses droits autochtones en mariant un Blanc. Jean a travaillé fort pour ramener la fierté dans sa famille. Ce fier métis a décidé de rendre hommage à ses ancêtres Anishinaabe en créant des œuvres en bois. Jean fait découvrir des symboles et les cultures autochtones aux jeunes qui, selon lui, ont le pouvoir de tout rebâtir. En voulant réduire et même effacer les cultures autochtones pour les uniformiser à celles des Blancs, notre gouvernement canadien a décidé de commettre un génocide culturel. Or, tels de précieux trésors cachés dans la forêt, des aînés autochtones ont réussi à préserver leurs traditions. La nouvelle génération, fière et métissée, prouve bien que non, l'Indien n'est pas mort dans le cœur de l'enfant. Nous voici à Chapleau, petite communauté au cœur de la forêt nord-ontarienne. Pour qu'on comprenne bien le côté sombre des pensionnats, la cocum Micheline Boisvert a accepté de nous faire visiter un cimetière secret qui a longuement été caché. Cette grand-mère métisse algonquine s'occupe avec amour des enfants disparus qui s'y retrouvent. Environ, voilà à peu près 5 ans. On a découvert l'endroit ici, qui est à Chapleau, le St. John Residential School, où que plusieurs enfants autochtones sont enterrés. Les archéologues ont trouvé 42 fosses non identifiées. Selon les aînés, il y aurait aussi 80 autres corps. Je trouve ça vraiment difficile parce que je file que même à l'heure actuelle, ils sont autour de moi puis ils te regardent parce qu'ils ne comprennent pas. Ça fait des années que les autres sont ici puis qu'ils n'ont jamais eu de visite. J'ai le désarroi, de la peine. Et puis, c'est le cœur brisé que j'ai découvert, ce petit cimetière. Vraiment le cœur brisé parce que j'aurais pu être un de ces enfants-là. Micheline a elle aussi été placée dans un pensionnat en Abitibi. Disons, ces enfants-là étaient empruntés, non. Ces enfants-là étaient pris de différentes réserves. Et puis, ils étaient emmenés à l'école résidentielle pour être éduqués. Ça fait que ces enfants-là n'avaient pas le droit de sortir, donc ils n'avaient pas de contact avec leur famille. Là, ils les habillaient toutes pareilles. Ils les lavaient toutes pareilles, bien peignées, les cheveux coupés, mais il n'y avait plus d'identité. Les enfants qui ont passé dans les écoles ici, puis dans les écoles ailleurs, ont tous perdu leur langage. Ils ne savaient même pas dire « maman » dans leur langage. À Chapleau comme ailleurs, un nombre inconnu d'enfants ont été enterrés secrètement. Comme on le sait maintenant, plusieurs sont morts de maladies, oui, mais aussi à cause de négligence, par des expériences scientifiques secrètes ou par des abus physiques et sexuels. Certains ont été étouffés et même noyés. Officiellement, dans les déclarations envoyées au gouvernement, ces enfants ont été renvoyés. Dans les livres de ces pasteurs-là, c'était marqué « Child dismiss ». Juste ça. Mais quand ils écrivaient ça, « Child dismiss », l'enfant est mort. En prenant soin des tombes des anges disparus, comme elle les surnomme, Micheline ne peut s'empêcher de revivre son expérience au pensionnat. C'était pour elle à la fois un mélange d'amour maternel et d'abus psychologiques. On m'a emmenée dans une grosse bâtisse. J'ai trouvé ça tellement beau, tellement gros. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il y avait des barreaux dans les fenêtres. J'ai vraiment pas aimé ça. Les sœurs m'emmenaient dans leur cuisine, puis je faisais de la coquerie avec eux autres, puis ils étaient gentils. Mais je savais jamais demain qu'est-ce qui était pour m'arriver.
J'ai vu du monde se faire punir. C'est pas drôle. J'ai vu de mes compagnes qui ont perdu connaissance. Et puis, non, c'est difficile. J'aimerais autant pas me rappeler de tout ça, mais j'ai resté aujourd'hui avec une peur. Curieuse et fonceuse, Micheline n'a jamais eu la langue dans sa poche. Pour les sœurs, elle parlait trop. Un jour, une religieuse a voulu l'enfermer pour lui donner une leçon. C'est devenu un enfer. On m'a descendu dans une chambre, dans un sous-sol, où qui appelait la chambre à fournaise. Puis là, j'ai eu peur, j'ai voulu sortir. Puis elle me dit non, à partir d'aujourd'hui, c'est ici que tu restes, ça va être ton chez-toi. La religieuse a enfermé Micheline attelée avec seulement un matelas, une couverture, un pot de chambre, un pichet d'eau et 2 sandwichs. Il faisait complètement noir. Les jours se sont mis un par derrière l'autre. Mais entre-temps, je commençais à être malade. Parce que tout ce qui est arrivé, c'est difficile à raconter. Mais à un moment donné, on m'a oublié de m'emmener de l'eau. On a oublié de me nourrir. Et puis de vider mon petit pot. J'avais soif. Puis la fournaise met beaucoup du bruit. Fait que là, à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai filé du liquide qui coulait après la fournaise. Puis j'ai mis ma main, puis j'ai goûté. C'était comme sucré. Tout ce temps-là aussi, le temps coulait, puis la religieuse n'était pas revenue. Mais à un moment donné, j'ai entendu des pas. Là, j'ai eu peur. Puis quand tu es un enfant, puis que tu vis, qu'il n'y a plus de moment qui existe, tu n'as pas de lumière, tu n'as plus rien, là. Quand j'ai entendu ces pas-là, la peur m'a pognée, puis là, je me suis mis à shaker, puis j'ai dit, faut que je me cache. Parce que je ne demandais pas à être trouvée, je demandais juste à ne pas être maganée, à ne pas être peut-être fessée ou à ne pas être tuée, parce que je savais que je m'en allais tranquillement, parce que j'avais maigri, mon linge était grand, puis je le savais. Micheline s'est cachée sous sa couverture. La porte s'est ouverte, laissant la lumière l'aveugler. Une sœur est entrée. Ce n'était pas la même. La religieuse a dit, bien, il n'est pas supposé d'avoir personne ici. Fait qu'elle m'a déshabillée. Puis elle a juste dit, mon enfant, que faites-vous ici? Puis j'ai juste dit, c'est pas moi, je sais pas. Puis là, bien, je pleurais le petit peu de force que j'avais. Micheline avait été enfermée pendant 3 semaines. Elle s'est nourrie d'huile à chauffage qui lui a fait perdre ses cheveux. Avant de la ramener avec les autres enfants, la religieuse a emmené Micheline dans les appartements des sœurs. Une semaine après, la religieuse qui m'a trouvée, elle n'avait pas prononcé ses vœux. Elle a, comme les autres disaient, défroqué. Elle n'a plus voulu être religieuse. Et puis, elle m'a trouvé une famille. Dans le fond, j'ai réussi à graduer ma 12e année. J'ai été dorlotée par les autres religieuses. J'ai oublié. J'ai oublié pour un certain temps, jusqu'à temps que je mette mes propres enfants au monde. Puis je me suis dit, n'importe quoi qui va arriver, mes enfants, c'est en dessous de mon bras, puis sur mon cœur. Je ne les laisserai jamais aller. Et puis, un jour, j'ai rencontré mon Claude. Puis j'ai dit, j'ai quelque chose à te demander, Claude. Qu'est-ce que tu dirais si on ferait la demande aux services sociaux puis qu'on essaierait d'aider des petits-enfants? Il me dit oui tout de suite. On a reçu 52 petits-enfants, des petites étoiles dans la maison. Puis je vais vous dire une affaire qu'à chaque fois qu'on ouvrait la porte, c'est moi qui la ouvrais, je me recevais moi-même. On les a reçus avec notre cœur. Et puis, on les a laissés aller. Quand ils rentraient, c'était moi que je laissais. Que tu laissais rentrer? Oui, je laissais rentrer moi, puis moi, 2 petits frères, ma petite sœur. Puis quand ils partaient, bien, tous les 2, ils pleuraient. Moi, on leur disait, on vous aime tellement. Puis on va toujours être là à penser à vous autres. Disons qu'on ne peut pas les oublier. Je t'aime bien.
bien gros, toi. C'est ça qui a été ma vie. Puis aujourd'hui, bien, à 71 printemps, c'est ça que je suis un petit peu broyarde. Parce que le cœur me pleure souvent. Mais je suis bien. Puis je remercie certaines religieuses aussi de l'école résidentielle. Parce qu'il y en a une couple qui m'ont dit « T'es donc smart, toi. » Puis j'ai marché encore avec Claude. Puis je l'adore, mon homme. On a vécu 52 de nos petits-enfants. C'était un voyage d'amour, tout simplement, juste d'amour. Kiana me akodu, Kiana me akodu, Kioke na hatuno, Kioke na hatuno. Quand je pense à mes ancêtres et les pensionnats, ça me fait triste, car imagine-toi, tu étais retiré de tes parents pour plus qu'un an et que tu étais dans l'école, que tu apprends une autre langue et que tu ne sais pas où tu es et qu'est-ce que tu fais là. Je pensais que c'était un petit peu cruel parce que les enfants là, ils étaient tristes qu'ils ne voyaient pas ses parents. Mais après longtemps, tu commences à oublier qu'est-ce que ses yeux sont la couleur ou comme la couleur de ses cheveux. Aujourd'hui, je me sens chanceuse avec mes ancêtres autochtones parce que j'aime beaucoup apprendre des nouvelles choses. Mais avec l'école du pensionnat, ça fait arracher les cultures des enfants autochtones comme moi. Je suis très fière d'écrire parce que j'adore apprendre comme une nouvelle langue. J'aime aussi les powwows pour apprendre des nouvelles danses de ma culture comme le châle ou comme les noms spirituels aussi. Moi, un objet qui représente ma culture, c'est une plume. Une plume, pour moi, ça représente la liberté. Le sens que nous, aujourd'hui, on est libre. On est libre de jouer et quand on veut. Et pour les enfants qui étaient dans les écoles de pensionnat, ils n'étaient pas vraiment libres, car ils voulaient apprendre et être tirés de leur culture. J'ai marché autour du pensionnat avec le smudge et j'ai pensé les enfants parce que les enfants étaient dans un moment difficile. Il y avait beaucoup d'effets négatifs. Donc, quand j'ai marché, je me sentais bien au cœur parce que je savais que j'ai enlevé la douleur. Que tu viennes d'ici ou d'ailleurs, toi aussi tu as des ancêtres autochtones. Parle-en avec tes parents, parle-en avec tes grands-parents. Merci, au revoir, miigwech, wache.